Début 1967, le Moyen-Orient semblait calme, mais c'était une paix fragile, trompeuse. La vie continuait à Tel Aviv, au Caire et à Jérusalem. Pourtant sous la surface, de vieilles blessures et hostilités couvaient. Les frontières étaient des lignes d'armistice tendues, pas de véritable limite de confiance, surveillées par les casques bleus de l'ONU. L'ombre de la guerre froide planait, les États-Unis soutenant Israël et l'URSS, appuyant l'Égypte et la Syrie, transformant les tensions locales en un point chaud mondial. Tout le monde sentait que la paix était temporaire, une tempête était inévitable. Au printemps 1967, les tensions ont éclaté. Nasser a expulsé les casques bleus de l'ONU du Sinaï et a bloqué le détroit de Tiran, un acte qu'Israël a considéré comme un acte de guerre. Les troupes égyptiennes se sont massées à la frontière israélienne. La rhétorique des dirigeants arabes est devenue plus féroce. Israël s'est mobilisé, hanté par des craintes existentielles et les souvenirs de l'Holocauste. Le monde a regardé la diplomatie échouer et les préparatifs de guerre s'intensifier. L'orage était arrivé. Début juin, Israël faisait face à une coalition d'armées arabes sur tous les fronts. Les débats se sont terminés par la nomination de Moshe Dayan au poste de ministre de la Défense. Israël allait frapper le premier. Le 5 juin 1967, Israël a lancé une attaque aérienne surprise, paralysant l'aviation égyptienne. En 6 jours, la carte du Moyen-Orient a été redessinée, jetant les bases de décennies de conflits et d'occupation. Le monde a été témoin d'une guerre qui a tout changé. Les racines de 1967 plongent dans le traumatisme non résolu de 1948. La création d'Israël a apporté la victoire aux Juifs, mais la catastrophe, la Nakba, aux Palestiniens, créant des réfugiés et approfondissant les plaies régionales. Les lignes d'armistice sont devenues des frontières de tension, pas de paix. Des années de raids et de représailles ont maintenu le conflit en vie, sans véritable résolution. La guerre de 1948 n'avait fait que geler le conflit, pas y mettre fin. La crise de Suez de 1956 a été une répétition générale pour 1967. La nationalisation du canal par Nasser a provoqué l'invasion du Sinaï par la Grande-Bretagne, la France et Israël. Le succès militaire a été suivi d'une humiliation politique, car la pression des États-Unis et de l'Union soviétique a forcé le retrait. Nasser est apparu comme un héros. Israël a obtenu une sécurité temporaire, mais a réalisé qu'il ne pouvait compter que sur lui-même. La scène était prête pour le prochain conflit, bien plus explosif. In the decade before 1967, one voice dominated the Arab world. Gamal Abdel Nasser. He embodied pan-Arabism, the dream of uniting Arab peoples into a strong political entity, free from Western colonialism. His speeches, broadcast by radio from Cairo, captivated millions and made him the leader of the Arab street. In this worldview, Israel was seen as a colonial implant created by the West. The liberation of Palestine was a central pillar of the Pan-Arab project. Other Arab regimes tried to surpass him in radical rhetoric, accusing him of not doing enough for the Palestinian cause. This pressure pushed Nasser towards the fateful decisions of May 1967. His demand for the withdrawal of UN peacekeepers and the closure of the Straits of Tiran was intended to reaffirm his leadership. It drove the region towards a war that many leaders did not intend to wage. Le conflit du Moyen-Orient n'a jamais été une simple affaire locale. Dès les années 60, il était devenu un terrain majeur de la guerre froide, cette lutte mondiale pour l'influence entre les États-Unis et l'Union soviétique. Chacune des superpuissances avait son client privilégié dans la région, transformant le conflit israélo-arabe en une dangereuse confrontation par procuration. Cette rivalité globale a jeté de l'huile sur le feu régional, en fournissant armes, financement et soutien politique, ce qui a rendu une guerre de grande ampleur non seulement possible, mais probable. Les acteurs locaux n'étaient pas de simples marionnettes, mais ils évoluaient sur une scène où les superpuissances
tirait des ficelles puissantes en coulisses. L'Union soviétique était le principal soutien des États arabes radicaux, en particulier l'Égypte et la Syrie. Moscou y voyait une occasion d'étendre son influence, de défier la domination américaine et de s'implanter dans cette région riche en pétrole et stratégique. Elle fournissait à ses alliés arabes des milliards de dollars d'armement moderne, des avions de chasse MiG, des chars T-54 et T-55, des missiles solaires et de l'artillerie. Avec les armes venaient aussi des milliers de conseillers militaires soviétiques qui formaient les armées égyptiennes et syriennes. Ce soutien n'était pas sans condition, mais il a considérablement renforcé les capacités militaires de la coalition arabe et encouragé des dirigeants comme Nasser à adopter une posture plus conflictuelle envers Israël. De l'autre côté de l'échiquier, on trouvait les États-Unis, qui avaient développé une alliance de plus en plus forte, bien que non officielle, avec Israël. Washington considérait Israël comme un partenaire stable, démocratique et fiable dans une région tourmentée. C'était un atout stratégique, un rempart contre l'expansion de l'influence soviétique. Même si la relation américano-israélienne n'était pas aussi formalisée que celle entre l'Union soviétique et les Arabes, le soutien américain était crucial. Il prenait la forme d'une aide économique et, de plus en plus, d'un accès à des armes avancées, comme les missiles anti-aériens Hawk et les chars Patton. Ce soutien donnait à Israël la confiance qu'il ne serait pas totalement isolé en cas de crise, même s'il devait se battre seul. Cette rivalité entre superpuissances a joué un rôle direct dans le déclenchement de la guerre de 1967. À la mi-mai, les Soviétiques ont transmis à l'Égypte de fausses informations, affirmant qu'Israël massait des troupes à la frontière syrienne et s'apprêtait à attaquer. Ce rapport, totalement infondé, fut un facteur clé dans la décision de Nasser d'envoyer son armée dans le Sinaï. On ne sait pas vraiment si Moscou voulait déclencher une guerre ou simplement créer une crise pour tester les Américains. Quelle que soit l'intention, l'effet fut catastrophique. Les superpuissances avaient installé le plateau, armé les joueurs, puis l'une d'elles a poussé le premier pion, déclenchant une chaîne d'événements que ni Washington ni Moscou ne pouvaient finalement contrôler. As tensions simmered, a new force emerged. Palestinian guerrilla organizations, notably Fatah, led by Yasser Arafat. They advocated armed struggle by Palestinians themselves, launching raids inside Israel, hoping to trigger a wider conflict. Syria became Fatah's main sponsor. These attacks had a significant psychological impact in Israel, creating pressure for retaliation. This led to dangerous escalation, especially on the Syrian border. A series of border clashes and aerial battles intensified in the spring of 1967. The final spark occurred on April 7, 1967, escalating into a large-scale air battle. Israel shot down 6 Syrian MiGs. This led to Soviet misinformation and Nasser's fatal actions in the Sinai. The Syrian spark had ignited the Egyptian powder keg. June 5, 1967, began with a deceptive calm. At 7:45 a.m., the Israeli Air Force executed Operation Focus, or MOKT, with stunning precision. Nearly all of Israel's combat aircraft took off in the first wave. Their targets, Egyptian airfields. The surprise was total. They targeted the runways, trapping Egyptian aircraft on the ground. Wave after wave systematically destroyed the Egyptian Air Force. Attacks continued against Jordanian, Syrian, and even Iraqi air bases. By midday, Israel had achieved total air superiority. This single stunning blow was the decisive action of the war. By taking control of the skies, Israel paved the way for its victory. Le ciel étant désormais le leur, les forces de défense israéliennes ont lancé leur offensive terrestre dans la péninsule du Sinaï. 3 divisions israéliennes, sous le commandement des généraux Israël Tal, Avraham Yoff et Ariel Sharon, ont franchi la frontière et sont entrées en territoire égyptien.
Il ne s'agissait pas d'une avancée prudente, mais d'une véritable blitzkrieg, une guerre éclair d'une vitesse fulgurante et d'une force écrasante, destinée à choquer et à désorienter l'ennemi. Le plan israélien était de contourner les lignes défensives égyptiennes lourdement fortifiées, de percer les points faibles et de foncer profondément dans le Sinaï pour engager et détruire le gros de l'armée égyptienne. Le désert, autrefois zone tampon, était sur le point de devenir un champ de bataille. La division du général Tal, au nord, avait la tâche la plus difficile: percer les formidables défenses autour de Rafah et d'El Arish. Les combats furent intenses et sanglants. Les soldats égyptiens, retranchés dans des tranchées et des bunkers en béton, se sont battus courageusement, mais ils ont été submergés par l'assaut israélien coordonné. Les chars, l'infanterie et les parachutistes, tous soutenus par des attaques incessantes de l'armée de l'air israélienne, ont progressé. L'IAF a agi comme une artillerie volante, bombardant et mitraillant sans relâche les positions égyptiennes. L'impact psychologique fut aussi dévastateur que la destruction physique, semant la panique et le chaos dans les rangs égyptiens. Plus au sud, la division du général Sharon a exécuté une manœuvre audacieuse et complexe au carrefour d'Abu Agheila, fortement défendu. Le plan de Sharon était un chef-d'œuvre de guerre interarmes. Tandis que ses chars engageaient les Égyptiens de front, il a débarqué des parachutistes par hélicoptère derrière leurs lignes. Au même moment, son infanterie a avancé à travers un terrain difficile pour attaquer les tranchées égyptiennes par le flanc et l'arrière. Les Égyptiens se sont retrouvés attaqués de toutes parts, à la fois. Au matin du deuxième jour, la position d'Abu Agheila, apparemment imprenable, avait été brisée. La structure de commandement égyptienne s'est complètement effondrée. Le maréchal Abdel Hakim Amer, assis au Caire, a reçu des rapports confus et contradictoires. En état de panique, il a émis un ordre catastrophique, une retraite générale et complète de toutes les forces égyptiennes du Sinaï. Cet ordre a transformé une série de défaites tactiques en une déroute stratégique. L'ordre a déclenché une fuite chaotique. Les unités égyptiennes ont abandonné leur position et leur équipement, tentant de fuir vers le canal de Suez, devenant des cibles faciles pour les jets israéliens en maraude. Alors que l'effort israélien principal était concentré sur l'Égypte, le front oriental avec la Jordanie est resté calme pendant les premières heures de la guerre. Le gouvernement israélien voulait désespérément que cela continue. Le premier ministre Lévi Eshkol a envoyé un message au roi Hussein de Jordanie via le commandant de l'ONU à Jérusalem. Le message était clair: nous n'initierons aucune action quelle qu'elle soit contre la Jordanie. Cependant, si la Jordanie ouvre les hostilités, nous réagirons avec toute notre puissance. Israël n'avait pas de plans initiaux pour attaquer la Jordanie ou pour capturer la Cisjordanie. Ses mains étaient pleines avec l'Égypte. Pendant quelques brèves heures, le roi Hussein s'est trouvé à la croisée des chemins, ce qui allait déterminer le destin de son royaume et de la ville sainte de Jérusalem. Mais le roi Hussein était pris au piège. Il était pris entre les avertissements israéliens et l'immense pression du nationalisme arabe. Il avait signé un pacte de défense avec Nasser quelques jours auparavant, et son armée était officiellement sous commandement égyptien. Nasser, cherchant à réduire la pression sur le front du Sinaï, a contacté Hussein avec de fausses informations. Il a affirmé que l'armée de l'air égyptienne était victorieuse, que les forces égyptiennes avançaient en Israël et que Tel Aviv était sous attaque aérienne. Il a exhorté le roi à se joindre immédiatement au combat. Croyant ces rapports et craignant d'être considéré comme un traître à la cause arabe, Hussein a pris sa décision fatidique. Peu avant midi, le 5 juin, l'armée jordanienne a ouvert un barrage d'artillerie massif le long de la ligne d'armistice. Des obus ont commencé à tomber sur Jérusalem-Ouest, Tel Aviv et d'autres villes. Le front longtemps dormant avait explosé. Les soldats jordaniens de la Légion arabe, réputés pour leur professionnalisme et leur courage, se sont déplacés pour occuper la maison du gouvernement.
le quartier général des observateurs de l'ONU. Pour les Israéliens, c'était la confirmation finale que leurs espoirs de maintenir la Jordanie hors de la guerre avaient échoué. Le choix avait été fait pour eux. La bataille pour Jérusalem était désormais inévitable. La réponse israélienne a été rapide et décisive. L'armée de l'air égyptienne étant déjà neutralisée, l'armée de l'air israélienne a tourné son attention vers l'Est. Dans une série d'attaques dévastatrices, les jets israéliens ont détruit la petite mais efficace force aérienne royale jordanienne au sol. Au sol, le commandement central israélien a reçu le feu vert pour passer à l'offensive. Des ordres ont été émis pour encercler et reprendre la maison du gouvernement et pour commencer la tâche difficile de repousser les forces jordaniennes hors de Jérusalem. Le pari avait été pris et le prix était la Cisjordanie et la ville la plus sainte du judaïsme. The Egyptian army's retreat in the Sinai became a disorganized flight. For Israeli divisions, the battle became a relentless pursuit. The Sinai became a graveyard of Egyptian military equipment. The Israeli Air Force dominated the skies, destroying vehicles attempting to escape west. After securing El Arish, Israeli forces turned to the Gaza Strip, controlled by Egypt since 1948. The fighting in Gaza City and Khan Yunis was fierce. By day's end, the entire Gaza Strip was under Israeli control, eliminating the main base for Fedayeen raids. For Palestinians, it marked the start of a new reality under Israeli military occupation. Meanwhile, in central Sinai, Sharon's division executed a flanking maneuver, bypassing deadly passes. Their objective was to block the Egyptian escape to the Suez Canal. His forces were on track to seal the fate of the Egyptian army trapped east of the canal. Sur le front jordanien, le deuxième jour fut marqué par la bataille brutale et émouvante pour Jérusalem. Ayant été entraînés dans le conflit contre leurs plans initiaux, les Israéliens étaient maintenant déterminés à réunifier la ville sous leur contrôle. Les combats furent parmi les plus difficiles de la guerre. Ce n'était pas une bataille de chars dans un désert ouvert, mais une lutte acharnée, maison par maison, rue par rue, contre les soldats bien entraînés et déterminés de la Légion arabe jordanienne. L'importance historique et religieuse de chaque colline et de chaque bâtiment en pierre pesait lourdement sur les soldats des deux camps, rendant les combats encore plus intenses et désespérés. L'objectif israélien clé pour la journée était de percer les défenses jordaniennes et de faire la jonction avec l'enclave israélienne sur le mont Scopus, qui avait été une poche isolée de territoire israélien entourée par la Jordanie depuis 1948. L'assaut principal fut mené par la 55e brigade de parachutistes, une unité de réserve commandée par le colonel Mordechai Motagour. Leur cible principale était une position jordanienne fortement fortifiée, connue sous le nom de la colline des munitions. La bataille pour cette seule colline est devenue une partie légendaire, presque mythique, de l'histoire israélienne. Dans l'obscurité de la nuit, les parachutistes se frayèrent un chemin à travers un labyrinthe complexe de tranchées, de bunkers et de positions de tir, dans un combat féroce au corps à corps. Les combats sur la colline des munitions durèrent des heures, et le coup fut énorme. Les deux camps subirent de lourdes pertes dans cette lutte désespérée. Les Jordaniens combattirent avec un courage incroyable, jusqu'à ce qu'ils soient tués ou à court de munitions. Au matin, le drapeau israélien flottait sur la colline, mais le prix avait été élevé. La prise de la colline des munitions fut cependant le tournant de la bataille pour la ville. Elle brisa la défense jordanienne dans le nord de Jérusalem, permettant aux forces israéliennes d'avancer, de relever la garnison assiégée sur le mont Scopus et de commencer à encercler l'ancienne vieille ville fortifiée, le prix ultime. Simultanément, d'autres unités israéliennes avançaient dans toute la Cisjordanie. La ville de Ramallah, au nord de Jérusalem, tomba aux mains des forces israéliennes. Au sud, les forces israéliennes se dirigèrent vers Bethléem et Hébron. L'armée jordanienne, malgré des combats vaillants dans des batailles localisées,
fut incapable de résister à l'assaut israélien coordonné, surtout sans aucune couverture aérienne. Le roi Hussein, réalisant que son armée était systématiquement détruite et que les promesses de victoire de Nasser étaient des mensonges, tenta désespérément d'organiser un cessez-le-feu par l'intermédiaire des Nations Unies. Mais il était trop tard. L'élan de l'avancée israélienne était désormais imparable. La carte de la Cisjordanie était redessinée d'heure en heure. Le 7 juin fut un jour capital. À Jérusalem, les forces israéliennes se tenaient aux portes de la vieille ville. L'ordre fut donné de prendre la vieille ville. Des parachutistes prirent d'assaut la porte des Lions. Les soldats israéliens atteignirent le mont du Temple et le mur occidental. Ce fut un moment de profonde catharsis religieuse et nationale pour Israël. Pendant que Jérusalem célébrait, l'acte final de la campagne du Sinaï se jouait. Le résultat fut un horrible carnage et la défaite complète de l'armée égyptienne dans le Sinaï. À la fin de la journée, les chars israéliens avaient atteint le canal de Suez. En 72 heures, Israël avait vaincu les armées arabes les plus puissantes et avait modifié la carte du Moyen-Orient. With fighting against Egypt and Jordan effectively over, the fourth day was about consolidation. In the Sinai, Israeli forces consolidated positions along the Suez Canal, turning it into a fortified front line. They gathered war booty, including abandoned Egyptian tanks and Soviet-made equipment. On the Eastern Front, Israeli troops deployed throughout the newly conquered West Bank. This created a complex reality with immediate logistical challenges and long-term political dilemmas. The day was also marked by the attack on the USS Liberty, an American intelligence ship, by Israeli forces. The attack killed 34 American crew members. Israel apologized, citing mistaken identity, though the incident remained a source of controversy. By day's end, the Syrian border on the Golan Heights remained the only active front. Pendant les 4 premiers jours de la guerre, le front syrien était resté relativement calme. Hormis quelques tirs d'artillerie à longue portée sur les colonies israéliennes situées dans la vallée de la Houla en contrebas, l'armée syrienne était restée retranchée dans ses formidables fortifications sur le plateau du Golan. Il s'agissait d'un plateau stratégiquement vital qui surplombait le nord d'Israël, donnant à la Syrie un avantage militaire considérable. De ces hauteurs, les canons syriens pouvaient et terrorisaient fréquemment les agriculteurs et les villageois israéliens. Maintenant, avec l'Égypte et la Jordanie vaincues, les dirigeants israéliens étaient confrontés à une décision difficile. Devaient-ils accepter un cessez-le-feu ou devaient-ils saisir l'occasion d'éliminer la menace syrienne du Golan une fois pour toutes? Le débat au sein du cabinet israélien et du commandement militaire fut intense. Beaucoup, y compris le premier ministre Eshkol, étaient hésitants. Les hauteurs du Golan étaient considérées comme une forteresse, un réseau de bunkers profonds, de champs de mines et de positions de tir imbriquées sur un terrain extrêmement escarpé et difficile. On s'attendait à ce qu'un assaut soit incroyablement coûteux en vies israéliennes. De plus, l'Union soviétique, principal protecteur de la Syrie, lançait de sévères avertissements et menaces, et l'on craignait qu'attaquer la Syrie ne provoque une intervention soviétique directe. Pendant la majeure partie de la journée, la décision fut de se retenir et de se préparer à un cessez-le-feu. La pression pour attaquer, cependant, était immense. Les habitants du nord d'Israël, qui avaient vécu sous l'ombre des canons syriens pendant des années, supplièrent le gouvernement d'agir. David Ben-Gourion, le père fondateur d'Israël, avait célèbrement qualifié les hauteurs du Golan de « malédiction sur nos têtes ». Plus décisivement, le ministre de la Défense Moshe Dayan, qui s'était initialement opposé à l'attaque, changea radicalement d'avis. Il devint convaincu que l'armée syrienne commençait à s'effondrer sous la pression des frappes aériennes israéliennes et que la fenêtre d'opportunité se refermait rapidement. Il s'envola pour le quartier général du commandement Nord et, passant outre la prudence des autres, donna l'ordre d'attaquer. Tard dans la matinée du 9 juin, l'assaut commença.
Les bulldozers israéliens, sous le feu nourri, commencèrent à ouvrir des chemins à travers les champs de mines syriens sur les pentes abruptes. Les avions israéliens pilonnèrent sans relâche les bunkers syriens avec des bombes et du napalm, essayant de supprimer les défenseurs et de briser leur volonté de combattre. La brigade Golani, l'une des unités d'infanterie d'élite de Tsahal, commença la lente, ardue et sanglante ascension des hauteurs. Les combats furent brutaux. Les soldats syriens, bien protégés dans leurs fortifications en béton, déversèrent une tempête de feu sur les Israéliens qui avançaient. Les premières heures de la bataille pour le Golan furent une lutte désespérée en montée. Le 6e et dernier jour de la guerre a vu l'aboutissement de la bataille pour le plateau du Golan. Pendant la nuit, les forces israéliennes avaient réussi à prendre pied sur le plateau. À l'aube du 10 juin, toute la puissance de la machine militaire israélienne a été mise en œuvre. Les brigades blindées, qui avaient été déplacées du front du Sinaï, ont commencé à s'engouffrer dans les brèches créées par l'infanterie et le génie. Une fois sur le terrain relativement plat du plateau lui-même, les chars israéliens ont eu l'avantage. Ils se sont déployés, traversant le Golan à toute vitesse pour engager les forces syriennes en bataille ouverte. La défense syrienne, qui avait été si formidable dans ses positions fixes, s'est effondrée avec une rapidité étonnante une fois franchie. L'armée syrienne, comme les armées égyptiennes et jordaniennes avant elle, s'est avérée fragile. Face à l'assaut israélien et souffrant d'une structure de commandement dysfonctionnelle, les unités syriennes ont commencé à se désintégrer. Les soldats ont abandonné leur position et ont fui vers l'est en direction de Damas. L'avancée israélienne s'est transformée en une poursuite rapide. À la mi-journée, les forces israéliennes avaient capturé Quneitra, la principale ville et capitale administrative de la région du Golan. L'ensemble du plateau stratégique tombait entre leurs mains. La route vers la capitale syrienne, Damas, était maintenant ouverte et pratiquement sans défense. Cela a créé la panique en Syrie et l'alarme à Moscou. L'Union soviétique a intensifié sa pression de manière spectaculaire, menaçant d'une intervention militaire directe si Israël n'arrêtait pas son avance immédiatement. Les États-Unis, désireux d'éviter une confrontation entre superpuissances, ont également exercé une pression intense sur Israël pour qu'il accepte le cessez-le-feu que le Conseil de sécurité de l'ONU exigeait. Ayant atteint son objectif stratégique principal, l'élimination de la menace directe pour ces communautés du Nord, le gouvernement israélien a accepté. À 18h30, le samedi 10 juin, le cessez-le-feu est entré en vigueur, et les armes se sont enfin tues. La guerre des 6 jours était terminée. En seulement 132 heures de combat, Israël avait remporté l'une des victoires militaires les plus décisives de l'histoire moderne. Non seulement il avait survécu à la menace d'annihilation, mais il avait également complètement redessiné la carte de la région. Il contrôlait désormais la péninsule du Sinaï, la bande de Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem-Est et le plateau du Golan, des territoires plus de 3 fois la taille d'Israël avant la guerre. Le monde arabe était sous le choc, humilié et incrédule. La guerre elle-même était terminée, mais ses conséquences ne faisaient que commencer. Les 6 jours de combat avaient créé une nouvelle réalité, une réalité qui allait définir les 50 prochaines années de conflit, d'occupation et de la recherche insaisissable de la paix au Moyen-Orient. Israel's swift victory was due to its absolute air supremacy, achieved in the war's first hours. Operation Focus, a masterstroke, decided the conflict before ground battles even began. By destroying enemy air forces on the ground, the Israeli Air Force fundamentally altered the battlefield. It was a textbook example of how decisive air power can disproportionately impact a war. The IAF acted as flying artillery, available anywhere, anytime, to break enemy formations. This air superiority allowed Israeli ground commanders unprecedented freedom. This victory wasn't luck. It was the product of meticulous planning, intelligence gathering, and relentless training. Au-delà de la brillance technologique et stratégique, la victoire israélienne
a été profondément façonné par le facteur humain. Les forces de défense israéliennes ont cultivé une culture de commandement unique qui s'est avérée immensément supérieure aux hiérarchies rigides des armées arabes. Les officiers israéliens étaient encouragés à faire preuve d'initiative, de flexibilité et de jugement indépendant. Le principe de Dvekut Bamesima Ve'atira Lekreav signifiait que les commandants sur le terrain avaient la liberté d'adapter leurs plans sans attendre les ordres d'en haut. Cela leur a permis d'exploiter les opportunités et de réagir aux menaces avec une rapidité qui a constamment déconcerté leurs adversaires. Cette culture de l'initiative était évidente à tous les niveaux. Un jeune officier dirigeant un peloton de chars ou une compagnie d'infanterie se sentait habilité à prendre des décisions critiques sur le champ. Si le plan original échouait, il pouvait en concevoir un nouveau. Cette agilité contrastait fortement avec la doctrine de style soviétique des armées égyptiennes et syriennes, où les officiers étaient formés pour suivre les ordres strictement et avaient peur d'agir sans instruction explicite. Cette rigidité a conduit à la paralysie. Lorsque les communications ont été coupées ou que des commandants ont émis des ordres désastreux, comme la retraite générale du Sinaï, les armées arabes se sont effondrées parce que leurs jeunes chefs n'étaient pas équipés pour sauver la situation. La motivation a également joué un rôle crucial. Pour les soldats israéliens, la guerre était perçue comme une lutte existentielle pour la survie de leur nation et de leur famille. Ils se battaient, dos à la mer, défendant leur foyer. La rhétorique enflammée des dirigeants arabes était prise au pied de la lettre, imprégnant le soldat israélien d'un sentiment d'objectif désespéré. Ce n'était pas une guerre pour un objectif politique lointain. C'était un combat pour empêcher un deuxième holocauste. Cette motivation s'est traduite par une ténacité, un courage et une volonté incroyable, comme on l'a vu dans la brutale bataille pour la colline des munitions. De l'autre côté, bien que de nombreux soldats arabes aient combattu avec bravoure, leur motivation globale était plus complexe et fragile. Ils se battaient pour l'honneur national, pour la libération de la Palestine et par loyauté envers leurs dirigeants. Mais pour beaucoup, la guerre semblait plus abstraite. Ils faisaient partie d'une vaste machine militaire, souvent dirigée par des officiers d'une classe sociale différente, et leur croyance en la victoire facile fut rapidement brisée par la réalité de l'assaut israélien. Une fois que le choc initial s'est installé et que le leadership s'est avéré incompétent, le moral a chuté et la volonté de se battre s'est évaporée. Israeli victory was a result of years of intelligence work by agencies like Mossad and Amman. They had a remarkably accurate picture of Arab armies' capabilities and intentions. This gave Israel an immense advantage, demonstrated in Operation Focus, which relied on precise, updated information. Israeli commanders had detailed maps of enemy fortifications, allowing them to exploit weaknesses. Arab states operated with a distorted understanding of Israel, their intelligence often influenced by political wishful thinking. This led to fatal miscalculations. The war was a collision between an army seeing the world as it was, and armies seeing it as they wished it to be. In war, reality is a ruthless adversary. In theory, the Arab coalition against Israel in June 1967 seemed formidable. The combined armies of Egypt, Syria, and Jordan outnumbered the Israel Defense Forces in soldiers, tanks, and aircraft. However, this coalition was a house of cards, a temporary alliance between regimes that deeply mistrusted each other. It lacked a unified command, a coherent joint strategy, and the political trust to function effectively. Each army essentially fought its own separate war against a coordinated adversary. This lack of coordination was disastrous. The Israeli army, in contrast, functioned as a single, integrated fighting force. This ability to operate cohesively was a decisive advantage. Israel's swift victory reveals not only the strength of the IDF,
but also the fundamental political and military weakness of the Pan-Arab project. After the Six-Day War in 1967, the Middle East was profoundly different. Israel controlled vast new territories, including the Sinai Peninsula, Gaza Strip, West Bank, and Golan Heights. This new geography was a strategic dream for the Israeli army, providing defensible borders. However, Israel now governed approximately 1 million Palestinians, creating a dilemma. How could a state defined as both Jewish and democratic rule over a large non-Jewish population without political rights? While some territories were seen as bargaining chips, East Jerusalem was immediately annexed. These changes created a new reality that would become central to future conflicts and peace efforts. In the wake of the war, the world turned to the United Nations. The international community faced the challenge of resolving the dangerous new status quo. After intense negotiations, the UN Security Council unanimously adopted Resolution 242 in November 1967. This document became the cornerstone of Middle East peace diplomacy. Resolution 242 established a revolutionary formula: land for peace. It called for the inadmissibility of acquiring territory by war and the withdrawal of Israeli armed forces from occupied territories. It also called for the termination of all claims or states of belligerency and respect for the right of every state in the region to live in peace within secure and recognized boundaries. The English version called for withdrawal from occupied territories, not all territories. Despite ambiguities, Resolution 242 fundamentally changed the diplomatic landscape, linking Israeli withdrawal to Arab recognition and peace. While UN diplomats crafted careful language, the Arab world was in shock after its defeat. Arab leaders met in Khartoum to forge a united front. The summit became famous for the three no's: no peace, no recognition, no negotiations with Israel. This was a defiant message to Israel and the world. They would not accept Israel's legitimacy. The Khartoum resolution seemed to slam the door on peace. For the Arab masses, the three no's were a source of pride. For many in Israel and the West, it was proof the Arab world wasn't interested in peace. In reality, the declaration was more complex, prioritizing the recovery of lost territories. It allowed the Arab world to maintain a united front, while leaving the door open for future diplomacy. The Six-Day War sent shockwaves through Washington and Moscow, dramatically reconfiguring the Cold War chessboard in the Middle East. Israel's swift victory dealt a blow to Soviet prestige as its Arab allies faced humiliation. The Soviets launched a massive effort to rearm Egypt and Syria, replacing lost equipment with advanced weaponry and advisors. For the US, the war outcome was a strategic boon, solidifying the US-Israeli alliance. This created a more rigid and dangerous regional balance, escalating the stakes of the superpower rivalry. The 1967 war transformed the Palestinian people. The defeat of Arab armies proved to many Palestinians that they could not rely on others to regain their homeland. This led to a new, independent, and more radical Palestinian nationalist movement. Guerrilla organizations, including Yasser Arafat's Fatah, took center stage, transforming the PLO. The image shifted from helpless refugees to freedom fighters. These efforts were effective in making international headlines. They forced the world to see the conflict as a struggle involving a people with national aspirations. The Six-Day War inadvertently gave birth to the modern Palestinian national movement. The sweeping victory of June 1967 profoundly transformed Israeli society. The occupation of the West Bank and the reunification of Jerusalem ignited religious and messianic fervor. A new political movement emerged, viewing the victory as divine intervention and sparking settlements across the West Bank and Gaza. The role as occupier had a corrosive effect, demanding a vast military apparatus and sparking internal debates about Zionism and democracy.
Ultimately, the Six-Day War replaced existential security concerns with questions of identity and territory. The victory trapped Israel in a long-term military occupation, sparking a new, seemingly endless conflict. The 6 days of combat ended, but the 50-year war for the land and its people had just begun. More than half a century has passed since the guns fell silent in June 1967, but the echoes of those 6 intense days of fighting continue to resonate. The war created the modern architecture of the Israeli-Arab conflict. The territorial changes were profound and the psychological impact intense. The Six-Day War, in a political sense, has never really ended. The map drawn by Israeli victory remains the essential framework of the conflict. The terms occupied territories, the 1967 borders, and land for peace all entered the global vocabulary because of this war. For the Arab world, the shock of 1967 was a moment of painful reflection. This humiliation forced a slow strategic change, from destroying Israel to recovering territories lost during the war. For Israel, victory was equally transformative, replacing existential anxiety with the burdens of being a regional superpower. The war that was supposed to bring security instead created a new set of problems. The fundamental paradox born in 1967 remains the central, unresolved challenge for Israel's identity and future. History offers lessons, but they are often ignored. The Six-Day War is a case study in the unlearned lessons of victory and defeat. For Israel, military success created a dangerous sense of invincibility. This led to a fatal complacency. It led directly to Israel being caught by surprise in the Yom Kippur War in 1973. Victory taught a lesson about the limits of military power to achieve political goals. The victory didn't bring peace. Instead, it deepened Arab hostility. The occupation of territories created a source of friction and violence. The lesson that a military solution alone cannot resolve a conflict is one that the world has had to relearn. For the Arab world, the lesson of 1967 was also harsh. Defeat exposed the bankruptcy of relying on rhetoric and inter-Arab rivalries. Ultimately, the greatest unlearned lesson for all parties was the failure to recognize the humanity of the other. The Six-Day War's legacy is a set of deep, unresolved questions that loom over the Middle East. The central question remains: what is the final status of the territories captured in 1967? Are they the foundation of a future independent Palestinian state? More than 50 years later, there is still no consensus, and this ambiguity fuels the conflict. The war also left a burning question about Jerusalem. The city is a hotspot of overlapping sacred histories for Jews, Christians, and Muslims. Any final peace agreement will depend on the answer to this question. We all still live in its long, complicated, and often tragic last chapter.